de cette réunion est de familiariser la presse avec notre groupe. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent parce que je suis un peu le porte-drapeau du groupe, mais l'idée aujourd'hui est de vous faire connaître aussi les autres acteurs de terrain qui sont tout aussi importants que moi et qui au fait sont en charge de nos différentes activités. Alors je vais vous les présenter. Nous aurons aujourd'hui, en plus de ma présentation, c'est bref, nous aurons 9 présentations par 9 responsables. Nous allons commencer par M. Jean Chavez, qui est le responsable de Terragri, c'est la filière canne et sucre. Ensuite, nous aurons M. Jean-Michel Gérard, qui lui dirige Terragen, notre centrale. Ensuite, nous allons passer à notre ami, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, je pense, M. Alain Valette, de Grèce. Ensuite, Samy Terra, lui aussi, je crois qu'on l'a assez vu dans les journaux récemment. M. Bernard Desbeux. Ensuite, nous allons voir quand même quelques présences féminines parmi celles qui vont présenter. Donc, Louise Buffet, qui est en charge de la recherche du sucre et qui va vous dire quelques mots sur ses activités. Beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent aussi Marie-Annick Auguste, qui est en charge de la fondation Terra et qui s'occupe du CSA. Ensuite, nous allons passer à M. Vincent Huneau, qui lui est en charge de nos ressources humaines. Et nous allons terminer par 2 présentations d'ordre, la première d'ordre financier, Henri Abel, qui est notre directeur financier. Et pour terminer ensuite avec Sébastien Mamet, qui lui va vous parler un peu de le projet et de notre avenir. Voilà. Alors nous allons tenter de garder ces présentations assez courtes. Elles dureront entre 5 et 10 minutes. Je pense que tout serait bon qu'on fasse un break au bout de la 4e ou de la 5e présentation. Ensuite, évidemment que vous pourrez poser toutes les questions que vous avez posées. Et si vous voulez discuter plus informellement avec quiconque d'entre nous, on pourrait le faire aussi autour de la table de déjeuner. Alors voilà comment ça va se passer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous de prendre des notes. Nous allons vous remettre un pack après la réunion, et je pense que si vous pouviez réserver vos questions pour la fin, ça nous permettrait de mieux utiliser notre temps. Voilà, alors moi je vais vous dire quelques mots brièvement. Sur d'où on vient, qui nous sommes et où nous allons. Alors, comme vous savez, nous sommes un groupe d'un certain âge. Nous avons près de 175 ans d'âge. Nous sommes nés en 1838. À l'origine, nous étions un groupe sucrier familial, comme la plupart des groupes Maurice. Et nous sommes restés comme ça. Nous avons suivi le développement du pays. Nous avons investi un peu dans toutes les filières plutôt qui ont fait le développement du pays. Et en 90, nous nous sommes dit qu'il fallait changer un peu de vocation et nous avons été une des premières compagnies à être listée sur la bourse de Maurice.
nous avons continué comme cela, et en 2003, suite au changement de Companies Act, etc., à Maurice, nous avons pensé qu'il fallait moderniser notre constitution afin, entre autres, de se conformer aux nouvelles règles de bonne gouvernance, et le changement s'est effectué en 2003. À partir de cela, à partir de ce moment-là, nous avons rigoureusement appliqué tous les principes de bonne gouvernance dans le groupe, et je dois dire que je retire une fierté personnelle du fait que nous avons été récompensés 3 fois par le PwC Corporate Award, et ça a été en 2006, 2007 et plus récemment en 2010. Et plus récemment, en 2011, donc l'année dernière, comme vous savez, nous avons rebrandé le groupe. Nous trouvions que notre nom ne répondait plus à ce qu'on était, parce que le nom était très familial, Arel Frères. Et donc nous avons décidé de rebrand, et nous appelons maintenant Terra. Alors donc, qui sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes un conglomérat, un groupe de compagnies à vocation réellement publique. Je veux dire que nous sommes aujourd'hui vus comme une vraie compagnie publique. Jusqu'à récemment, nous avions un actionnaire de référence qui était la société de Nemours et qui détenait 51% du capital. Récemment, il y a eu quelques changements et cette société est donc tombée maintenant à 28% du capital. Donc, plus de 70% des actions d'Arel Frères, pardon, de Terra, n'allez pas m'habituer, sont dans le public. Comme je vous le disais plus tôt, nous sommes des fanats de bonne gouvernance. Nous l'appliquons rigoureusement dans le groupe. Nous sommes un des seuls groupes qui peut dire que we comply with the code. Au niveau boursier, là encore, nous faisons partie du 5-7, qui est un club de bourse assez prestigieux, je dirais. Nous avons probablement la 5e plus grosse capitalisation boursière à Maurice, autour de entre 8 et 9 milliards, dépendant du cours. Le cours, à ce matin, est à 40 roupies. Nos actionnaires, le nombre d'actionnaires a beaucoup augmenté, et aussi le profit n'a changé. Le titre est extrêmement liquide, peut-être parce que nous prenons une politique de dividendes durables. Alors, c'est un peu petit malheureusement, mais enfin, voilà les différentes activités du groupe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que chacun des intervenants parlera lui-même. Alors, où allons-nous? La stratégie d'investissement est déterminée évidemment par le board. Nous avons des sessions annuelles ou biannuelles pour revoir cette stratégie. Le board est aussi doté d'un sous-comité d'investissement qui, lui, examine de plus près et file tous les projets. Alors, Sébastien vous en dira plus tout à l'heure, mais nos principaux axes de développement sont, nous voulons continuer à innover. Nous avons beaucoup innové dans le passé, que ce soit avec les sucres spéciaux, avec la mécanisation, avec la centrale thermique, avec Graines qui innove tous les jours. Nous voulons continuer à faire cela. Nous voulons de manière générale continuer à ajouter de la valeur à nos produits déjà existants.
Nous avons des plans dans l'énergie, que ce soit l'énergie photovoltaïque, l'énergie renouvelable ou l'énergie au charbon. Nous attendons que le gouvernement sorte le request for proposal pour une centrale thermique, et je peux vous dire que nous serons là pour coter et participer. En immobilier, nous avons là encore des plans extrêmement intéressants dont Bernard va vous parler. Et là encore, si vous voulez plus de détails là-dessus, nous avons aussi avec nous, je vais le soumettre de vous, Steve Farao, qui est un urban planner que nous avons employé et qui donc, lui, travaille d'arracher tous les jours à la planification de notre immobilier. Évidemment que nous nous tournons aussi vers la région, l'Afrique et même l'Inde. Comme vous savez, nous sommes déjà dans le sucre en Côte d'Ivoire, Grèce est présent dans la région. Là encore, Sébastien vous en parlera plus, mais nous sommes vraiment en train de cibler des investissements, particulièrement en Afrique et peut-être même en Inde, conséquents. Voilà. Je comprends que mes 10 minutes sont dépassées, donc je ne vais pas continuer. La prochaine personne à vous parler de Jean Arthur, donc Jean Arthur, on lui rose. Merci bien. Bonjour à tous, plus particulièrement à nos amis journalistes. Je suis Jean Arthur et je vais vous parler de terrain gris et de terrain mêlé. Alors, le public en général et les professionnels certainement associent terrain mêlé, à juste titre du reste, à la production des sucres spéciaux. Il faut savoir que ça a été un choix. Terrain mêlé, avec décentralisation, a choisi de s'orienter vers les sucres spéciaux, alors les deux autres gros producteurs, notamment Alteo et Onipène, ont eux choisi l'option raffinage. Donc, à ce titre, nous produisons environ 71% des sucres spéciaux produits par l'île. L'année dernière, nous avons produit à peu près 85 000 tonnes. Ces sucres spéciaux sont exportés dans 43 pays, principalement en Europe, mais chez les autres continents également, en Chine, en Afrique océan, en Turquie. Nous produisons 3 types de sucres spéciaux, principalement, les 4 familles, les Demerara, les Golden et les Sot. Nous sommes certifiés British Retail Consortium, ce qui est une certification plus prisée que l'ISO, et aussi nous sommes certifiés Fairtrade, ce qui permet à nos planteurs et coopératives qui envoient du sucre chez nous d'obtenir approximativement 1800 roupies par tonne de sucre traditionnel, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Je vais vous revenir en détail sur les performances de terrain mêlé. Terrain gris, par contre, c'est le côté agricole, la production de canne et de couscous. Terrain gris, on la connaît par, elle aussi elle est une compagnie très pointue au niveau des particules suaves. On a calqué son modèle un peu sur les Australiens, avec l'utilisation, ce qui est mécanisé, de la plantation à la récolte, avec l'utilisation des outils de pointe tels le GPS. Et nous produisons aussi pas mal de légumes, comme vous aurez l'occasion de voir. Alors, vous pensez bien, comme Cyril a dit, depuis sa thèse jusqu'à 1838, il y a beaucoup d'événements qui ont modelé l'entreprise, ces deux entreprises-là, pour qu'elles soient un outil très performant aujourd'hui. Je ne vais forcément pas repasser à travers toutes les performances, mais les plus récentes et les plus marquantes, je vais vous les faire
Alors, les premiers sucres spéciaux ont été expérimentés en 1972. Le début de la campagne des tirages, le landscaping pour la mécanisation a débuté en 1975. La coupe mécanique, elle, encore une fois, à l'époque, a été un des pionniers en récolte mécanique. Nous avons implémenté 2 VRS pour notre histoire, en 2002 et en 2007. Et nous avons fait un certain nombre de fusions pour qu'elle atteigne sa masse critique avec le Mans notamment, Saint-André, la dernière voilà. Donc, et aussi d'événements marquants, c'est récemment la centralisation de Montbazir sur Belgique. Alors, c'est quoi Téraméline et Terraré aujourd'hui? Nous avons une usine de capacité de 330 tonnes à l'heure, une superficie totale de 6700 hectares, et on cultive environ 7700 hectares de cette superficie-là. Environ 72% de notre récolte est mécanique. Ce chiffre a évolué dans le temps, pour atteindre éventuellement 90-95%. Le tonnage qui sera utilisé cette année-ci est de 865 000 tonnes. On espère avoir 10,50% d'extraction. Je pense qu'on devrait faire mieux. Donc, ce qui nous emmènera à une production jusqu'à peu près 90 000 tonnes de sucre à table. Vous avez couvert le sujet. Les incendies ont été en ce moment un de nos plus gros problèmes qu'on a eu à gérer. Pour vous dire, nous avons enregistré en entrecours 19 incendies, c'est-à-dire avant la coupe, et à peu près 130 incendies durant la campagne. Ce qui fait que ça représente environ 2100 arbres qui ont brûlé de manière accidentelle, voire criminelle. Donc c'est un vrai fléau, un vrai souci, parce que c'est vraiment disruptif dans notre gestion du public. Nous faisons aussi de la diversification agricole, notamment la pomme de terre et l'oignon. L'oignon est appelé à connaître un essor certain. Et notre main-d'œuvre, donc au champ, Ferrari, elle se situe comme vous voyez sur le tableau, et à Téraméline, comme se situe également. Donc, nous faisons face, comme le reste de l'industrie du Ouest, à de nombreux défis. Vous avez certainement été entretenu sur la baisse du prix du chèque. Et parallèlement, on nous dit qu'on cette baisse-là, nous avons eu des augmentations importantes de nos intrants. Le tableau que vous voyez vous montre la courbe des prix du chèque et des intrants. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les prix qui sont en train de remonter sur le marché mondial, mais le cours des différents intrants, la main-d'œuvre a augmenté d'à peu près 41%, les combustibles d'à peu près 30%, et les engrais. Ces 3 éléments-là ensemble font plus de 70% de notre production. Heureusement que pour relever ces défis-là, nous avons entrepris des VRS, de la mécanisation au champ, pour essayer de contenir le coût dans une large mesure et donc de rester compétitif. Donc vous voyez qu'au champ, ça a été un exercice réussi, mais à l'usine, nous ne pouvons pas réduire notre main-d'œuvre pour le laisser passer. On fait beaucoup plus de l'artisanat, on ne peut pas automatiser l'usine, et donc on est arrivé après une maturité de notre emploi. La production de sucre, on a évolué, comme vous pouvez le voir, depuis les années 80, depuis d'une situation où nous produisions du sucre principalement, et pour graduellement augmenter le part de sucres spéciaux
pour atteindre la quasi-totalité de nos jours. Alors, quelles sont nos visions de l'avenir? Nous espérons pouvoir augmenter encore la quantité de jus spéciaux que nous produisons. Il faut savoir que le pays ne produit que, n'est agréé de vendre que 120 000 tonnes environ de jus spéciaux. Et nous, dans ces 120 000 tonnes-là, notre part est de 85 000 tonnes. Mais j'espère qu'à l'échéance des accords que nous avons avec les acheteurs, notamment chez Super, on pourra renégocier ce quota-là à la hausse. Parce que, justement, toute la communauté des planteurs bénéficie de ces primes que nous avons chez les jus spéciaux. Je pense qu'il aurait fallu aussi que nous valorisions mieux toute la biomasse qui reste derrière au champ. On voit bien que quand les récolteuses ont passé, quand les champs sont récoltés, on voit beaucoup de paille, et cette paille-là, c'est de l'énergie potentielle. Un des défis, c'est de pouvoir transformer cette énergie-là en un produit à valeur ajoutée, que ce soit de l'énergie ou de la nourriture pour animaux. Nous pensons aussi augmenter de manière significative notre production dans certains légumes, tels l'oignon. Et aussi, nous allons restructurer nos champs prochainement pour assurer une pérennité des superficies sous culture. Et je voudrais, avant de terminer, vous dire que le plus grand défi que fait face l'industrie supérieure aujourd'hui, c'est l'érosion des terres. L'érosion des terres, particulièrement chez les planteurs. Donc, nous aidons déjà les planteurs en les pourvoyant un certain nombre de services. Et nous allons renforcer cette coopération-là pour assurer une pérennité pour les masses métiers pour l'usine. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Jean-Michel Gérard qui va vous parler de l'agriculture. Alors l'aventure commence il y a 15 ans environ. Harald Speer avec Stefan Stidek s'associe pour construire une centrale thermique qui a pour vocation donc de fournir en énergie la sucrerie et simultanément le réseau CED en électricité. Il y a 15 ans, on parlait très peu de valorisation de la biomasse, on parlait très peu de développement durable et on était déjà dedans avec ce projet. Alors, la biomasse. Donc la biomasse, notre biomasse, c'est la bagasse. La bagasse, on peut dire que c'est de l'or vert, l'or jaune, l'or d'ailleurs. Et la bagasse, c'est la richesse de Maurice. Pour vous donner une idée, on va citer quelques chiffres déjà. La production de canne de cette année, globalement, c'est 860 000 tonnes, on va dire, si on se base sur 900 000 tonnes de canne, et si c'était 300 000 tonnes de bagasse, 300 000 tonnes de bagasse, c'est l'équivalent de 100 000 tonnes de charbon. Vous voyez, donc c'est énorme. 300 000 tonnes de bagasse et 100 000 tonnes de charbon. 100 000 tonnes de combustible possible, c'est le charbon, c'est le fioul, etc. Donc, tout ça, c'est un critère d'indépendance énergétique pour Maurice. Pour ce qui nous concerne, c'est environ 4,5% d'indépendance énergétique. Donc, c'est considérable. Quand on parle de développement durable, on parle déjà d'écologie, d'environnement. Et l'environnement, là aussi, la bagasse, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que la bagasse, on parle souvent d'émissions de CO2, la bagasse, émission de CO2, zéro. Comme vous savez, la canne à sucre consomme énormément de CO2 pour sa photosynthèse. On brûle la canne à sucre, certes, sous forme de bagasse, certes, on produit du CO2, mais qui va être récupéré par la canne à sucre. Bilan zéro. Donc ça, c'est énorme. Alors ensuite, je ne vais pas vous faire un cours de thermodynamique, mais je vais vous montrer juste un petit peu comment ça marche. Alors, vous voyez donc
la canne à sucre est broyée dans le moulin. On récupère donc le jus extrait, bien sûr, avec la forêt. Là, je ne vais pas faire le tour sur la sucrerie. Pas comme on voudrait. Ensuite, la bagasse donc, est véhiculée jusqu'à la chaudière et brûlée dans la chaudière. On fait de la vapeur haute pression et haute température dans cette chaudière, 80 bars, 425 degrés. Ce sont des énergies considérables. Je dirais que l'intérêt de ce projet aussi, c'est qu'on valorise à très haut rendement la bagasse. Donc cette vapeur à haute pression et haute température va travailler dans une turbine. On a représenté le corps haute pression, HP, le corps basse pression. Alors c'est l'originalité aussi de notre process, puisque la vapeur va travailler dans le corps haute pression. Alors, en dehors de la campagne sucrière, puisque bon, comme vous le savez, la campagne dure 5 mois, et ensuite, nous ne produisons plus que d'électricité sur le réseau cellulaire. Alors, on va dire déjà, alors, quand on fonctionne comme une centrale pure, la vapeur va comment dire, travailler dans le corps HP, travailler dans le corps basse pression, et là, c'est le condenseur. On va retransformer en eau la vapeur qui a travaillé dans la turbine et qui a fabriqué l'électricité. Il faut savoir que dans la condensation, on perd 60% de l'énergie. 60% de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de condensation. 60% d'énergie pour évacuer aux petits ozons, grâce à ce problème. Mais, donc, toute centrale, que ce soit une centrale nucléaire, une centrale, n'importe quelle centrale classique, fonctionne sur ce modèle-là. Donc, on a des rendements de 30 à 40%. Mais, quand on travaille en cogénération, le mot important, cogénération, là, une partie de la vapeur va travailler dans le corps haute pression, mais ensuite va effectuer un second travail dans l'évaporateur. C'est-à-dire que la vapeur fournit déjà un travail dans la turbine. Globalement, on descend de 80 bars à 3 bars et de 125 degrés à 130 degrés environ. Et ensuite, donc cette vapeur qui a fourni déjà un gros travail dans la turbine pour la production d'électricité va fournir un second travail dans l'évaporateur. Et là, donc, il n'y a aucune perte. La vapeur c'est toute son énergie au jus, pour l'évaporation du jus. Et là, donc, on a des rendements de 60%. Donc, quand on parle d'écologie, bien sûr, plus le rendement est fort et plus on est sur le plan de l'environnement, on est neutre, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est le deuxième intérêt majeur, je dirais, de ce type de projet, c'est la cogénération. Il y a un autre intérêt aussi sous-jacent, c'est que, une sucrerie, ça passe l'électricité aussi. Et on est directement, le producteur d'électricité est directement à quelques centaines de mètres de la sucrerie. Donc, en fait, il n'y a pas de perte en ligne. Parce qu'il faut savoir qu'aussi les pertes sur les réseaux de tension sont considérables dans le transport. Donc, vous voyez tout l'intérêt économique de ce projet qui se traduit par un intérêt environnemental. Je suis un peu fâché avec les... Voilà. On parle alors de développement durable. Développement durable, c'est les hommes aussi. On a parlé d'environnement et les hommes. Alors les hommes, oui, déjà on pérennise la filière canne. Il faut savoir que dans le monde, il y a la plupart des sucreries qui n'avaient pas de centrale thermique pour valoriser la bagasse de forme d'énergie ont disparu. Donc c'est la valorisation de la filière canne à Maurice. Ça fait immense aussi. Et puis, donc, c'est une sauvegarde d'emploi, c'est très important. Et puis aussi, je dirais, pour ce qui concerne, on a un personnel, on a 45 personnes. Je suis leur directeur, je suis fier d'être leur directeur parce que c'est des gens hautement performants. Il faut savoir que ces 45 personnes, il y a plus de 70 personnes qui sortent de l'université et donc qui ont vraiment acquis un savoir-faire considérable lié à leur cursus universitaire. Je peux vous dire que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine des statistiques, c'est peu de temps aussi dans le groupe, et je suis épaté par la qualité des œuvres. Et ça, je dirais, on a des gens qui partent aussi, qui vont travailler après, qui créent leurs entreprises et tout. C'est une vraie valeur ajoutée aussi. Donc, en termes de développement durable, c'est très important. Enfin,
il y a le volet économique, bien sûr. Le volet économique, l'année dernière, on a produit 371 gigawatts, dont 100 gigawatts, cette année, on va produire 100 gigawatts à la bagasse. L'année dernière, c'est un petit peu moins, la commande de gaz. Donc, vous voyez aussi l'intérêt économique. Au 1er juillet 2012, on a diminué de 28% notre coût de vente, notre prix de kilowatt au CEB de 28%, parce qu'on a remboursé nos banques. Donc c'est la bonne nouvelle aussi. Maintenant, si je n'ai rien oublié, je crois que je n'ai rien oublié, je veux vous parler du projet. Alors, nos projets, le QSE tout d'abord, on est en train d'implémenter le QSE chez nous. Là, ça rejoint aussi le développement durable, puisque dans le QSE, il y a qualité, sécurité, environnement. La qualité, c'est produire le meilleur service possible au CEB et à la secours. Qui dit au CEB dit aussi à la population mauricienne, bien sûr, à travers le CEB. Donc, l'objectif, c'est de renforcer encore notre qualité. C'est important. Moi, il y a quelques années, quand on me parlait de qualité, je me disais, c'est que de la paperasse. Mais non, c'est pas que de la paperasse. À partir du moment où on applique cette démarche-là, je peux vous dire qu'on est vraiment obligé d'avoir une démarche qualité, des procédures qui donnent un plus au niveau de qualité. Donc, cette qualité, elle sera au service de la population mauricienne. Sécurité. Sécurité, je dirais, pour nous, le zéro accident, c'est primordial pour nous, la sécurité, sur la sécurité des hommes. Et c'est un volet difficile aussi parce que les êtres humains, vous savez, ils ne font pas attention à leur propre sécurité. Le gars qui roule en vélo la nuit, sans phare, sans rien, c'est le gars qui conduit en voiture qui doit faire attention à ses choses. Le gars qui ne fait pas attention à sa vie. Et nous, c'est pareil, en fait, il y a une sensibilisation en permanence de notre personnel qui fait attention à leur propre vie. Donc la sécurité est là aussi un volet immense. Bon, et puis en l'environnement, bien sûr, là, je vous en ai déjà parlé, on est perfectible et on continue à travailler pour aussi s'améliorer en termes d'environnement. Donc ça, c'est notre projet de 2013. Bon, ensuite, bien sûr, on a tout plein d'autres projets. Et je crois que c'est notre force aussi, c'est que on a des chaudières qui sont bicombustibles, qui produisent, donc qui peuvent brûler de la bagasse ou du charbon. Vous allez vous dire, d'ailleurs, il n'a pas parlé de charbon, le monsieur, encore. Alors c'est vrai de toute façon, il nous fallait un deuxième combustible possible, parce qu'en fait, faire un investissement pour produire 5 fois de l'année, un investissement aussi considérable sur les chaudières aussi performantes et les turbines, c'est impossible. Donc il fallait un deuxième combustible. Et le combustible, il y a quelques années, mon groupe, avec Téchilec, pas surveiller, en fait, à cette époque-là, il y a 20 ans, quand on a fait la première centrale de charbon à La Réunion, le charbon était idéal parce que c'est une source d'approvisionnement sûre. Elle est économique aussi, et ça se retrouve aussi au niveau du client, finalement, moins on fait cher notre combustible, et plus on peut vendre un prix raisonnable notre électricité. Donc, approvisionnement sûr, coût moins élevé que le pétrole. Et par ailleurs, techniquement, je dirais, les chaudières qui peuvent brûler du charbon brûlent facilement de la bagasse et vice versa. Vous ne pourrez pas brûler de la bagasse avec une chaudière gaz, par exemple. Ça va être très difficile. Par contre, c'est les chaudières à huile que nous avons, donc qui peuvent nous permettre de passer de l'un à l'autre. Et l'avantage, justement, qui arrive, c'est que nous, petit à petit, on va essayer de remplacer ce charbon. Déjà par la bagasse, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, à La Réunion, je crois que ça commence aussi à Maurice, enfin en tout cas à La Réunion, on est en train d'expérimenter des cannes à sucre qui ont 30% de plus de fibres, 30% de plus de fibres. Donc vous avez imaginé 4 millions de tonnes de cannes et 30% de fibres en plus, ça en fait de l'électricité. Donc, cette nouvelle canne, 30% de fibres en plus, avec des rendements à l'hectare qui sont assez forts aussi, on m'a dit jusqu'à 100%, mais je suis
c'est pas le problème. Mais en tout cas, voilà un espoir pour nous d'augmenter le ratio de gaz charbon. Et puis après, nos chaudières sont aussi capables de brûler ce qu'on appelle des pellets. C'est-à-dire que c'est des granulés de bois. Et on travaille aussi conjointement je dirais, voir planter des eucalyptus, planter des arbres qu'on peut transformer en pellets, que ce soit peut-être la Maurice, que ce soit peut-être on ne sait pas. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. Et c'est quelque chose de très proche, on va y arriver très rapidement. On travaille sur ce sujet et je pense que dans un avenir à moyen terme, on va pouvoir commencer à substituer le charbon par les pellets. Donc, vous voyez, moi c'est une note très optimiste. Et je pense que, bon, petit à petit, et en cas dans le groupe chez Silec que je travaille, en fait, on travaille vraiment sur ce sujet. Donc, on a un projet de 100 MW de charbon, comme je disais, justement, c'est 100 MW, le projet de 100 MW, nous, on a ce savoir-faire de pouvoir passer du charbon au pellet. Donc, je dirais que c'est important de le savoir. On se positionne aussi sur le photovoltaïque. Le projet. Voilà, je tiens à votre disposition tout à l'heure pour répondre. Et d'autres, vous aurez le plaisir de rencontrer le capitaine, j'espère. Alors, il a bien dit qu'il était passionné. On n'est pas non moins passionné chez GS. On a vu que les expressions sont passionnantes. On parle de l'industrie carrière depuis tout récemment, mais il faut dire que chez Grèce, on a commencé l'industrie carrière depuis bien avant ça. Alors donc, qui nous sommes? Ex-Grèce Co Limited, aujourd'hui TerraVines, et nous avons 3 postes d'activité qu'on a gardé le nom Grèce parce que Grèce a quand même une notoriété et un certain passé assez positif qu'on pensait que commercialement, surtout dans notre gamme de produits, on devrait garder notre nom pour l'accompagnement. Mais on vient de TerraVines. Alors le TerraVines, qui est possédé par Terra au départ, a 3 pôles comme je le disais. Le premier, la distillerie, dont mon collègue Patrice de Saint-Père est là et c'est sous sa direction. La distillerie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de la mélasse et produit par la sucrerie Bellevue et aussi de sucrerie, parce que la mélasse, comme vous savez, c'est un foule. Et de la mélasse, on produit de l'alcool. De cet alcool, qu'on utilise non seulement pour nos besoins personnels chez Grèce, mais aussi sur le marché de l'alcool à l'innovation générale, et aussi une grosse partie pour l'exploitation. La distillerie qui produisait pendant la coupe, parce qu'il y a un gros élément qui nous empêchait de produire en continu, c'était la vinasse. La vinasse, c'est que pour chaque litre d'alcool produit, on a entre 12 et 15 litres de résidus qui est de la vinasse. Cette vinasse est un produit agressif, très acide, on dépendait au champ, et que dès que la canne avait atteint un certain niveau, on ne pouvait plus rentrer dans les champs, donc on a arrêté la distillerie. Depuis 2 ans, on a eu un partenariat avec Toptera, connu sous le nom de Evapo à ce jour. Qu'est-ce qu'elle fait? Avec un fertilizer des Grèce Distillines, nous avons fait une joint venture où on a mis un évaporateur. Et en évaporant cette vinasse, on la concentre à peu près à 50%. Elle se stabilise, on peut la stocker, ce qui permet à la distillerie, un équipement qui était là dehors pendant 6 mois, aura 4 mois additionnels de production. Ce qui nous donne quand même non seulement un fertilisant renouvelable et aussi bio. Donc c'est vraiment dans la lignée du développement durable que la section distillerie est top. Chez
Bon, la troisième partie, parce que je vais arriver à Grésil en dernier, la troisième partie c'est Terra Logique et New Goodwill, sont des investissements qui découlent de Terra Brands, mais l'activité principale c'est bien sûr Grésil, où nous sommes à 74%, 26% étant des partenaires d'Afrique du Sud, le groupe Distel. Grazing a aussi des investissements dans la région, comme M. Maire a dit. Nous avons Distribué de Madagascar que nous possédons à 100%. C'est une ex-branche commerciale de Panagova qu'on a repris il y a 2 ans. Et Providence Warehouse Company aux Seychelles, où on a une part de 25%. On essaie d'être le plus actif possible dans la région. Et Grazing, comme vous savez, sa fonction principale, je vais vous dire en quelques mots. Nous avons autour de 400 employés, 3 chaînes d'embouteillage, où on fait plus de 5 millions d'unités, un centre de distribution qui est au fait tout Glaise et dans l'environnement de Beaublanc ici, un centre de distribution, des entrepôts sous douane, 27 véhicules de distribution qui sillonnent les routes de l'île toute la journée, 7 boutiques spécialisées Vacherin, je pense que vous les connaissez. Il y a une ouverte, vous aurez l'occasion de la voir, elle est juste à côté d'ici. 2 boutiques Colors & Senses. Colors & Senses, c'est une nouvelle franchise qu'on lance qui va regrouper toutes les marques de parfums et de soins, de cosmétiques que nous avons, qui forment quand même 35% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Il y a une franchise d'Occitane en Provence, qui est au Coudon, et une pharmacie, parce que nous faisons aussi des produits para-pharmacie que vous verrez dans le pressbook. Voilà l'environnement dans lequel nous sommes. Vous voyez là quelques prises de nos boutiques, de l'Occitane, de Colors & Senses. En gros, pour parler un peu de chiffres, nous avons une progression assez remarquable sur les 10 dernières années, où nous étions à 450 millions, où aujourd'hui on est à 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Ceci avec des rentabilités un peu qui ne suivent pas exactement, ça c'est dû aux aléas et surtout dans ce moment c'est bien difficile avec les conditions générales du commerce. Les projets en cours, il y a l'ouverture de 20 chevins à la Croisette et une brasserie qu'on va appeler Wine Connection. Ça s'ouvre de mon collègue Alexis Harel, qui est là, qui chapeaute tout le côté commercial de Grazing, qui va s'ouvrir d'ici la fin du mois. En fait, je crois que c'est fixé au 24, donc dans quelques jours. On espère avoir l'occasion de vous présenter ça et qu'on vous verra sur place assez vite. On a la consolidation du réseau parfumerie et cosmétique, donc dans nos franchises qu'on établit dans Colors & Senses. Mon collègue Sébastien va vous parler un peu des développements et des joint ventures à venir, mais un qui nous concerne et qu'on a commencé à mettre en route, c'est une joint venture avec des partenaires indiens pour embouteiller nos spiritueux sur place. Le procédé est en cours. Et puis, nous avons des produits non moins passionnants, non moins excitants, qui est l'export de nos propres marques, dont nous gros les KGB vers l'Afrique du Sud et l'Europe. Brièvement, qu'est-ce que c'est que KGB? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais c'est un produit qui aujourd'hui fait assez fureur, même dans la région, l'Afrique du Sud, on a eu beaucoup de critiques positives, on est en train de le lancer. C'est un produit qui est dans une bouteille en aluminium, qui est recyclable, qui est inclassable, assez simple, donc son visuel seulement le met en avant. On a toute une variante sur le KGB Vodka, et on a adopté le concept qu'on appelle packaging et marketing and packaging ensemble, et c'est très excitant. Il y a un engouement, vous voyez là sur Facebook, on a 41 500 avant-hier de fans de KGB sur Facebook. C'est quand même assez amusant.
on profite, on se sert Facebook pour faire des limited edition, des concours où les gens viennent participer et nous proposent ces limited edition-là, et c'est vraiment un produit qui est actif et qu'on partage son évolution avec le public. Très excitant. Et pour garder le scoop, on ne va pas vous révéler exactement ce que ça est, mais on peut deviner que d'ici la fin de l'année, comme cadeau de Noël, on a un complete relooking et une nouvelle gamme finalisée de New Grove avec des produits assez impressionnants. Il vient d'être présenté à Berlin la semaine dernière et à Londres, et il y a beaucoup d'intérêt au niveau international de ces produits. Vous aurez la primeur dans quelques semaines. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer le micro à mon collègue Bernard Desvaux. Culturel de terrain. Donc l'aventure du sucre, c'est quoi? C'est 3 pôles. Vous les connaissez plus ou moins tous. Il s'agit d'abord d'un parcours muséal de 5000 m². Donc il s'agit d'un site de loisirs culturels mauricien. J'insiste sur mauricien parce que parfois on me dit oui, c'est pour les touristes. Pas du tout. On a 50% de mauriciens et 50% de touristes. On est très fiers de porter l'histoire de Maurice, l'histoire de la fabrication des sucres, dont on a parlé tout à l'heure, l'histoire de l'industrie cannière, tu l'as évoqué, l'histoire et ce qu'est aujourd'hui le devenir finalement de l'industrie cannière à travers l'énergie. Tout ça, c'est à l'aventure du sucre. Donc l'idée, c'était vraiment de l'exposer, d'en parler à toutes les populations, que ce soit des touristes qui parfois croient que Maurice n'a pas une très grande histoire finalement, pas qu'on a un bout de rocher qui est sorti de rien, non. On a une histoire importante, une histoire très riche, qui n'est pas comparable à l'histoire des grands pays européens ou des grands pays chinois, mais on a une histoire très intense. Imaginez qu'en si peu de temps, Maurice est arrivé à la hauteur de beaucoup d'autres pays européens. On en parle ce matin en termes de technologie et de savoir-faire. Donc ça, c'est la parole qu'on est en train de passer, qu'on passe depuis 10 ans, puisqu'on est ouvert depuis 10 ans, à l'ensemble de nos visiteurs mauriciens, je le répète, comme étrangers. Alors mauriciens, qui sont les Mauriciens qui viennent nous voir? C'est vous, c'est vos familles et c'est aussi beaucoup vos enfants. C'est très important, là vous verrez sur ma présentation, je parle de mécénat culturel. Sachez que les prix pour les Mauriciens sont sponsorisés. Donc les Mauriciens paient beaucoup moins cher que les touristes, et on le dit, on l'affiche, il n'y a pas de honte, au contraire, on est fiers de pouvoir faire en sorte d'aider tout le monde à venir visiter l'aventure du sucre et mieux comprendre l'histoire du pays à travers ce prisme du sucre. Alors 3 pôles, le deuxième pôle, une boutique très intéressante, c'est-à-dire que je continue ma visite, mais à travers un espace boutique qui s'appelle d'ailleurs le village boutique, où on va présenter du rhum de très grande qualité. Là encore, les liens sont faits avec Grèce. On travaille sur vraiment du haut de gamme, de la gastronomie, même dans l'alcool, on peut parler de gastronomie, donc ça pour nous c'est très important. Et bien entendu, les sucres spéciaux qu'on ne connaissait pas tant que ça à Maurice, qui sont pourtant un des fleurons de la gastronomie mauricienne exportée à l'étranger. Sachez qu'en France, pour avoir ces sucres, il faut aller dans les meilleures maisons. Lafayette Gourmet, Fauchon, dans les industries de luxe, pour avoir ces sucres. Nous, on a la chance de les avoir à l'aventure du sucre. On a la chance de pouvoir les faire déguster tous les jours à nos visiteurs. La boutique, elle permet aussi de, on va dire, conserver et développer des savoir-faire mauriciens. Sachez que nos packaging, on parlait de package tout à l'heure, nos packaging sont travaillés à Maurice, faits à Maurice, par des artisans mauriciens. Donc ça c'est très important aussi pour nous. On parlait de développement durable, moi je parlerai aussi de développement équitable et de préservation des savoir-faire pour lesquels vraiment on travaille à l'aventure du sucre. Et puis un troisième pôle, le restaurant. Alors là je vous ai parlé des visites qui se continuaient, mais effectivement elles se continuent aussi au restaurant, parce que quand on parle de restauration mauricienne, on parle de plusieurs centaines d'années
d'une histoire qui permet d'arriver aujourd'hui à une histoire dans son assiette. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie mauricienne? Comment on la restitue à des gens qui ne la connaissent pas, comme des touristes, mais comment on fait plaisir aussi à des Mauriciens qui la connaissent très bien, qui sont très exigeants, croyez-moi, sur cette partie-là. Alors, ce qui nous permet aussi d'avoir une offre très variée, c'est cette salle, par exemple. On peut être en conférence et puis on peut aller manger au restaurant. Ce sont les packages qu'on offre pour les visites. Tout est intégré, en fait, à conférence, visite, restaurant. Donc, vous voyez, c'est un site extrêmement vivant, dynamique, qui a su se développer puisqu'il va bientôt avoir 10 ans. Alors, je vous l'ai dit, c'est un site dynamique, effectivement aussi dans ses contenus. L'Aventure du Sucre ne fait pas que présenter ce qui a été fait il y a 10 ans, non, elle continue à se donner du mal pour pouvoir créer des liens avec d'autres institutions. Je parlerai là notamment de notre dernière exposition temporaire sur la biodiversité. Vous voyez qu'on choisit des sujets qui sont au cœur des problématiques du groupe Terra. Et ces sujets, on ne va pas les traiter n'importe comment, on va les traiter en allant chercher des liens ailleurs avec des institutions comme la Cité des Sciences à Paris, vous la connaissez tous. Ça nous permet de présenter à nos élèves, de présenter aux visiteurs, touristes ou mauriciens qui viennent à l'Aventure du Sucre des contenus de qualité. On ne se contente pas de prendre ces contenus de qualité, vous imaginez bien quand ça sort de la Cité des Sciences, on est certain de la qualité, il n'y a pas besoin de repasser derrière. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on complémente. Si on parle de biodiversité au niveau mondial, pourquoi ne pas en parler aussi au niveau mauricien? Et d'une façon très positive, vous verrez, l'exposition est juste à côté de ce lieu, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de la voir. On met en valeur des associations. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui œuvrent pour la biodiversité à Maurice, ils ne sont pas visibles. Ce sont vraiment des forces invisibles, mais qui sont pourtant très présentes. Donc c'était important pour nous de les mettre en valeur. Un contenu scientifique, la Cité des Sciences, mais également des actions quotidiennes par des associations à qui on a voulu finalement donner la parole. Alors, je vous ai cité la Cité des Sciences, mais vous savez que l'Aventure du Sucre a ouvert d'abord avec un gros partenariat avec l'UNESCO, et puis Maurice Cultura, avec lesquels on travaille très régulièrement, puisque je vous l'ai dit, les sujets de l'environnement sont très importants pour nous. Avec Good Planet Foundation, c'est la fondation de Yann Arthus Bertrand, avec la fondation La Main à la Pâte, et comment mettre en valeur l'esprit scientifique pour les petits jusqu'au primaire. Donc ça, c'était important pour nous, comment valoriser, puisqu'on a une culture scientifique, comment la valoriser auprès des plus petits. Et puis alors, là, vous avez quelques photos qui sont plus peut-être de l'ordre du loisir, mais un loisir inventif, un loisir intelligent. Nous avons des partenariats avec l'Institut français de Maurice, notamment, qui a les moyens d'amener sur l'île des groupes de jazz, des groupes de musique classique de grande qualité. Et grâce à ce partenariat, nous pouvons les proposer au public mauricien en dehors de la partie institut, puisque là, ils sont dans la région nord, grâce à l'Aventure du Sucre. Et puis d'autres partenaires mauriciens, cette fois-ci, je pense à Friends of the Opera, puisqu'on a travaillé il y a très peu de temps avec eux sur une soirée Charleston, vous avez vu qu'il y avait la Traviata, donc une soirée Charleston qui a été proposée. Ce sont des exemples que je vous donne très importants parce que ça permet à des associations, à des gens qui mettent le culturel en avant de pouvoir s'exprimer et faire de l'événementiel avec nous. PIL, bien entendu, avec qui nous faisons des soirées régulièrement pour les aider dans leur lutte contre le sida. Voilà. J'ai passé maintenant, je vous ai parlé de l'Aventure du Sucre, je vous ai parlé de Terra, mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur les projets que nous avons avec Terra sur le culturel, le patrimonial. Comme vous le savez, on est au cœur, finalement, on vous a parlé de futur développement, on va encore en parler, de futur développement à venir dans cette région, mais nous sommes au cœur de ces futurs développements. Vous le savez sans doute, un Creative Park a été implanté juste à côté d'ici, qui permet à des entreprises, pareil, qui sont un peu dans le loisir culturel et artistique, de s'implanter finalement, de créer un vrai pôle dans cette région, avec une dynamique culturelle centrale dans ce développement. Donc vous pouvez les visiter, en plus c'est très très beau d'un point de vue architectural. Là, nous avons notre artistique aussi qui prend en main ces projets.
Et effectivement, ça permet de redonner de la modernité à des anciens ensembles, puisqu'il s'agissait d'anciens ateliers qui ont été totalement transformés. Allez-y, on se part à New York, c'est incroyable. Pour moi, c'est une réussite totale et je suis très très fière qu'on soit associé à tous ces projets. Et puis, en dernier lieu, vous savez que Terra, c'est aussi historiquement un détenteur d'un patrimoine qui est à valoriser. Je parlerai du château de la Villebague. Alors là, le lien est tout trouvé avec l'aventure du Sucre, puisque la première sucrerie de l'île, c'est celle de la Villebague. Vous le savez certainement, mais ça va plus loin finalement qu'une histoire mauricienne, puisque le Saint-Gérant, qui a fait naufrage, devait apporter à la Villebague toute la machinerie de la sucrerie. Malheureusement, vous le savez, la machinerie n'est jamais arrivée, mais cette histoire a suscité dans la littérature, avec Bernard Dame de Saint-Pierre, son très beau livre sur le poignet de génie. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses à raconter à nous-mêmes et aux autres sur notre histoire à partir de ce patrimoine. Donc on est en train de réfléchir aujourd'hui comment valoriser tout ça, comment le mettre en avant auprès des visiteurs mauriciens ou étrangers de l'aventure du sucre, parce que ça fera une offre extrêmement riche, extrêmement intéressante à partager. Encore une fois, j'emploie le mot partager à dessein avec nos visiteurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, rapidement, sur ce qu'on était, sur ce qu'on représente, la fierté aussi d'appartenir à un groupe comme Terra, puisque nos logiques sont très proches. On a parlé de bonne gouvernance, on a parlé des différents produits, on a parlé du futur, on a parlé du développement durable. On est très content d'être liés à tout ça. Maintenant, je vais vous inviter à une petite pause. Vous l'avez bien mérité. Nous avons fait l'Assemblée jeune, la fondation du groupe a été lancée il y a 2 ans, donc avec un slogan au cœur du développement humain. Avec le rebranding cette année-ci, donc le slogan a évolué et est devenu a Rock Solid Farm. Alors c'est important pour nous parce que nous avons la chance d'être dans un groupe qui a une sucrière et comme ça vous savez à l'améliorer. Là où il y a des sucrières, le CSA n'a pas commencé il y a 2 ans, mais il y a bien des années, parce que justement elle a investi et elle a aussi une facilité dans son factory area pour là où il est opéré. Et pour vous montrer la valeur du Rock Solid Farm, nous sommes très fiers de vous dire que justement nous ne sponsorisons pas, nous ne parrainons pas, que financièrement on est là pour accompagner les ONG. Et cela fait déjà 38 ans que nous sponsorisons le collège Texas de Saint-Gabriel, qui a commencé dans une de nos compagnies associées d'ailleurs. Cela fait 21 ans que Grace a fait confiance à l'idée dans la main. Et ça fait 18 ans que nous sommes avec le SOS Village. Et ça fait 7 ans que nous avons commencé. Nous avons accompagné l'école Ashram Namer Rouge, l'école verte. Alors nous passons maintenant au prochain slide et au on a technique, voilà. Alors la fondation est structurée par un pôle, avec aussi un CSA comité, donc qui a un représentant de chaque compagnie du groupe, qui se rencontre une fois tous les 2 mois. Les domaines d'intervention sont l'éducation, la formation, l'allègement de la pauvreté et la santé, l'environnement, le patrimoine et le sport. Et vous noterez que nous sommes une des rares fondations qui a le patrimoine dans les domaines d'intervention, parce que justement, il y a un riche passé. Et est favorable à la conservation du patrimoine. Quelques chiffres. Nous avons un budget annuel d'à peu près 8 millions et exceptionnellement, grâce à la bonne performance du groupe l'année dernière, nous avons 13 millions cette année-ci. Et nous sommes, Rodrigue est aussi au cœur de nos projets et nous accordons un budget d'à peu près 1,2 million à Rodrigue par an. Le nombre de projets que nous soutenons en moyenne par an est de 40. Et nous touchons presque 2000 enfants et 77 adultes. Alors, on va passer maintenant un petit peu au projet phare de la Fondation. Et un des objectifs de la Fondation, c'est de préparer les générations actuelles d'enfants pour relever les défis de demain. Et comment nous le faisons? En sponsorisant des projets qui touchent directement les enfants. Un des projets sont les Amis de Didi, donc ça produit par l'Institut Radina Jean-Marc Géoche.
Qu'est-ce qui nous a plu dedans? C'est que ça touche les enfants de l'âge de la seconde, de 5-6 ans. Et ce programme vise à réduire la violence à l'école, à la maison, dans les communautés. Et ce programme vient de l'Angleterre, ça a 10 ans, ça a son expérience, ça a fait ses preuves. Et il est à Maurice depuis 5 ans. Nous sponsorisons ce projet depuis 3 ans. Et nous avons un budget de 900 000 € pour cette année pour ce projet. Et nous touchons une dizaine d'écoles dont on peut la couvrir. Le projet commence en janvier et sur 10 mois, en octobre, il se termine par, comme vous voyez, un graduation ceremony. Où là, vous voyez comment en 10 mois, nous avons pu toucher non seulement l'enfant, mais la famille. Donc les témoignages des parents qui viennent dire comment, parce que comment ce programme a agi, c'est que ce programme en fait aide les enfants à mettre des noms sur les sentiments qu'ils éprouvent, comment gérer le bullying dans la cour de la récréation, comment gérer une mentalité de la perte d'un chien, d'un compagnon, d'un domestique. Et les parents qui viennent témoigner pour les avoir là, mon enfant est plus timide, grâce à ce projet, voilà ce qu'il a amené dans la famille, voilà ce qu'il a amené à changer, il s'est affaibli. Et donc, voilà ce que nous voulons faire. Nous voulons changer les enfants, apporter une différence dans la vie, comme je vais vous le montrer plus tard. Et nous avons aussi un autre projet, donc avec l'action familiale, qui eux touchent les enfants du secondaire, donc nous touchons les élèves du secondaire de la région du Nord, sur les valeurs humaines. Alors, l'année dernière, nous avons aussi, c'est l'année internationale des forêts, nous avons participé le staff donc à Reboisement du Nord, avec des plantes endémiques. Donc, nous avons été planter des plantes endémiques dans les collèges du Nord, et nous avons été aussi à 4 ONG, nous avons non seulement planté, mais offert autour de 144 arbres aux enfants, mais on va les planter à la maison. 2 ans déjà maintenant, mais au fait, les écoles Rodriguez ne sont plus les ans. Il y a un tour éducatif pour les écoles et les enfants de la 5e viennent à Maurice pour faire un tour de Maurice, donc pour les aider à mieux composer les papiers de géographie. Et nous sponsorisons un jour de leur education tour, et c'est eux-mêmes qui nous demandent donc la visite à Bellevue, la visite à la Banlieue du Sud, les entrées. Et nous avons terminé avec une grosse surprise pour eux. Ils n'étaient pas au courant à la fin de la journée l'année dernière, donc on les a offert une séance de cinéma. Comme vous pouvez voir, M. Bell nous a accompagnés et était avec eux pendant la séance. Donc pour la plupart des enfants, c'était la première chose. Et nous ne sommes pas restés avec. On les a pas seulement reçus ici, mais il y a une équipe de Grace qui a été sortie building à Rodrigue l'année dernière. Et donc nous avons profité pour faire une journée communautaire dans une école maternelle à 4 bancs. Donc le staff a été rénover l'école, repeindre, faire des fresques, réparer les clôtures, tondre le gazon et faire des jeux avec eux. Et nous avons aussi M. Valette qui était. Et nous avons aussi fait un don de livres dans une autre école. Je veux parler de l'école Ashram Naren, donc on suit depuis 7 ans. Alors, comment est-ce qu'on les suit, comment est-ce qu'on les accompagne? En parrainant un liaison officer. La personne est responsable donc de s'occuper de tous les enfants qui sont absents, de leur absence, donc elle fait revenir à la liaison avec les parents. Et je peux dire qu'avec cette personne, nous avons ouvert l'école à la communauté des parents. Et là où ils étaient timides, où ils quittaient l'enfant au bord de la porte, ils ne voulaient pas rentrer à l'école. Aujourd'hui, il y a un club de parents qui a commencé avec 40 aujourd'hui, il y a un network dans la communauté. Et nous avons build up là-dessus, on a fait 4 professeurs de remedial pour justement prendre les borderline pupils et les aider à amener le taux. Au fait, le but dans ce projet, c'est que nous ne voulons pas qu'un enfant en classe de CPE ne sache pas lire et écrire. C'est inacceptable et c'est ce que nous voulons combattre. Et donc nous donnons encore 3 ans pour voir si ce projet a vraiment abouti et vraiment un impact. Et nous continuons, nous sommes très présents dans l'école, dans toutes ces activités. Et à la fin de l'année, Bellevue a sa messe le 31 décembre et nous récompensons les 3 meilleures performances de chaque classe de la CPU à Bellevue. Vous avez sûrement entendu parler cette année-ci en mai de la sécurité routière. Donc TERA a fait venir un expert de l'Union européenne, le Dr Charles Berset-Guillon, qui a introduit l'outil Alcoloc. Et ça a été grandement publié dans les journaux, et donc TERA est le seul véhicule qui a cet outil actuellement. Vous pouvez en parler, ou en parler à M. Largent tout à l'heure. Alors,
Comme vous le savez, avec la fondation, toutes les compagnies mettent les fonds ensemble et c'est nous, on travaille à la fondation qui gérons les projets. Mais nous aurions voulu aussi fidéliser les compagnies avec quelques projets. Et lors de ces 10 ans, Fédéral l'année dernière a alloué un budget spécial pour une ONG, donc l'ONG Arise Arcafi. Donc il a payé les matériels scolaires et nous avons une touche un petit peu plus personnelle et émotionnelle. Nous organisons l'anniversaire de ces enfants. C'est-à-dire que la fondation prépare et organise l'anniversaire, mais le staff de Sagitera vient avec moi et on fait sa petite fête. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, le week-end dernier, nous avons eu un projet, donc nous donnons aussi la participation de nos employés. Caritas Solitude, qui est une poche de pauvreté ici dans notre local area, factory area, voulait avoir un projet de boutique seconde main, d'articles seconde main pour pouvoir faire une levée de fonds pour aider les jeunes qui ne peuvent pas aller dans les centres vocationnels ou écoles techniques. Alors, au lieu de passer leur temps à demander des sous, ils ont créé un projet dont nous avons voulu bien sûr participer. Nous avons le container comme il était au départ et la transformation grâce à notre staff et l'ouverture officielle, mais c'était un vendredi, donc il n'y avait pas les enfants et on ne peut pas faire une action là et partir. Donc on voulait aussi involver la communauté et ça s'est fait le lendemain, juste avant. Donc nous avions une journée avec les enfants et bon, on a une journée récréative, donc on voulait involver les enfants et les mamans et toutes les personnes qui sont sur ce projet à Caritas et nous avons fait l'ouverture officielle. Alors pas plus tard que hier et avant-hier, il y a eu cet atelier de travail avec les ONG, mais je vais débuter d'abord pour vous dire d'où ça sort. En juin de cette année-ci, vous avez vu dans les journaux qu'il y a le Health Business Coalition qui a été officiellement lancé, mais en fait il est lancé depuis décembre 2010. Donc ce sont un groupe, un network de compagnies privées qui se sont mises ensemble pour combattre les grandes causes de santé. Et Terra Foundation est le président de la sous-commission du diabète et nous avons donc réuni, nous avons déjà rencontré l'année dernière avec les ONG du diabète pour voir un petit peu quel était leur programme et leurs soucis. Et le next step était de faire un workshop avec eux, mais aussi avec le ministère de la Santé. Et le but principal, c'est de mettre ensemble les ONG et le ministère pour avoir une collaboration effective. Donc ça a été fait hier et avant-hier. Comme vous pouvez voir là, je peux remettre un petit peu sur les slides. Je vais juste montrer, vous avez entendu ce matin et dans les jours suivants, les jours de cette semaine-ci, le ministre de qui parlait d'une méthode. Alors le Dr Goennes nous a montré un petit peu le prototype de ce qu'ils veulent lancer, donc bien sûr avec le Business Coalition. Et un petit scoop, hier, Tidiane a lancé sur Facebook le Blue Mode. Alors vous voyez là les photos de ceux qui étaient en bleu. Alors si vous allez sur Facebook, vous pouvez aussi contacter Tidiane. Ils vont parler un petit peu plus de ce projet parce que le bleu c'est la couleur du diabète. Et donc ils ont lancé le mode bleu et vous pouvez le voir tout à l'heure, vous pouvez un petit peu plus sur ce Blue Mode, sur le mode bleu. Alors, le projet a organisé cette année-ci un NGO Fair qui sera sûrement ici à Beauchamp-Bissau. Donc, nous voulons que le staff rencontre un petit peu les ONG avec lesquelles nous travaillons, surtout que les ONG font de magnifiques œuvres craft aid avec des produits recyclés. Donc, c'est ce que nous faisons et nous avons fait le 1er novembre. La journée éducative des enfants Rodriguez en novembre et une action de Noël en décembre avec les enfants d'un shelter qui était ouvert cette année-ci à Grande-Bretagne. Alors, le CSA, c'est pas seulement pour les autres, pour les personnes externes au groupe, mais aussi pour les personnes à l'intérieur. Donc, l'éducation, c'est pas seulement pour les autres, mais aussi les membres du groupe. Donc, éducation et conscientisation du personnel sur les sujets d'actualité tels que PIL et le HIV sur le lieu du travail. Donc, nous avons fait des sessions pour le staff et nous comptons faire d'autres. Alors, l'autre gros projet, justement, en ce qui concerne l'éducation des staff, c'est la Green Week en janvier 2013, avec un partenariat Mission Verte. Pourquoi conscientiser tout le monde avec l'île Maurice durable? C'est pas possible que chacun d'entre nous ne soit pas partie prenante, c'est ce que nous disons, et quelle meilleure plateforme que les employés sur le lieu de travail et les enfants à l'école. Et donc, nous espérons donc aider les employés à vraiment contribuer à réduire, recycler, réutiliser.
faire du compostage et avoir les bons gestes. Je terminerai sur ces jolies petites frémousses. Donc, le but de la fondation, un des objectifs, c'est bien sûr make a difference in their lives. Hein. Et Picture Speaks 1,000 words, ben, nous disons le changement de la vie et qu'ils puissent relever les défis de demain. Merci à vous. C'est vrai qu'auparavant, les compagnies de terrain évoluaient séparément. Elles avaient chacun leur propre code d'opération. Et il y a 2 ans de cela, le board et la direction ont décidé de mettre en place un département de groupe pour commencer à standardiser un peu, pour créer des liens, pour essayer d'améliorer les ressources humaines au niveau du groupe. Donc, notre vision, nous, au département des ressources humaines, en premier lieu, c'est de construire la famille Terra, donc construire autour de nos valeurs, faire vivre nos valeurs auprès de nos employés, c'est de reconnaître la contribution de chaque employé, c'est qu'ils comprennent leur rôle dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, leur impact. Aujourd'hui, ils peuvent avoir un petit impact, quelqu'un qui travaille dans l'embouteillage, dans le bucket de crise, ou quelqu'un qui travaille à la production chez Terra Milling. Aussi petit rôle qu'il a, il a un impact quand même sur le client. On parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'environnement, mais il y a du développement durable aussi dans les ressources humaines. C'est pérenniser nos employés, s'assurer qu'ils grandissent, s'assurer qu'ils grandissent avec l'entreprise, s'assurer qu'ils développent leurs connaissances, et ensuite l'innovation, qui est une de nos valeurs. Donc pousser à avoir un can-do attitude, se donner les moyens, ne pas hésiter de se remettre en question, pousser nos employés à beaucoup se remettre en question, et de venir avec de nouvelles idées pour continuer à s'améliorer. Donc notre rôle, la communication interne et externe. Interne, c'est bien sûr avec le département de ressources humaines, externe à travers Blast Communications, donc en partenariat avec eux. Nous sommes aussi responsables de la marque Terra et de sa visibilité, donc de s'assurer que la marque est bien utilisée par tous les employés, par tous les départements de communication. Nous sommes responsables du recrutement, des besoins en formation, de la gestion de talents, le bien-être de nos employés. Donc on organise par exemple demain un rallye pour nos employés. On a fait 84 participants, 24 voitures, donc 84 participants, pas un rallye, mais un fun rallye. On s'occupe aussi des relations industrielles. Nous donnons un service conseil, donc le département, il y a des employés qui sont basés dans les entreprises du groupe comme Grace etc. Et nous avons aussi un groupe HR coordinateur qui travaille, qui donne un service conseil à la voiture du sucre, à Sage et à Terragène, qui sont des petites entreprises qui n'ont pas autant d'employés, qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un en permanence là-bas. Mais nous donnons un service conseil tant au niveau ressources humaines que légal ou industriel. Et ensuite, bien sûr, nous donnons aussi un service santé et sécurité pour nos employés. De données, nous avons approximativement 1300 employés dans le groupe à ce jour, 330 en personnel administratif, 970 opérateurs et ouvriers. Nous avons un très bon taux de rétention de nos employés. Approximativement 47% de nos employés ont plus de 10 ans de service dans l'entreprise et 15% de nos employés ont plus de 25 ans. Du personnel administratif, je parle. Nous avons beaucoup investi ces dernières années dans la formation. Nous avons beaucoup mis l'accent sur les pôles leadership. Nous avons cette année-ci participé à un training needs analysis, donc pour avoir les besoins en formation, pour ensuite développer les compétences que nous aurons besoin pour l'avenir. Et aussi, on a réalisé que pas mal de nos employés, nos opérateurs, nos ouvriers ne connaissaient pas lire, ne connaissaient pas écrire. Donc on a commencé avec un projet pilote chez Grace avec des cours d'alphabétisation pour nos employés, donc les dames dans le bottling qui ne connaissaient pas lire, donc là, de donner l'opportunité d'apprendre, et ces cours vont s'étendre aux autres compagnies du groupe à l'avenir. Voilà. Quelques résultats que nous sommes quand même assez fiers aussi et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous avons participé à un Job Satisfaction Survey en début d'année. Et c'est le taux de satisfaction de certaines des questions. Il y a à peu près 89 questions dans le questionnaire. Et les employés répondent à ces questions confidentiellement.
Donc le rebranding du groupe RFR était une bonne décision. 82% de nos employés étaient satisfaits. Je suis fier des produits de mon entreprise, 86%. J'ai un sens d'appartenance à mon entreprise, 85%. J'ai un sens d'appartenance à Terra, 80%. Je suis fier d'être un employé de Terra, 87%, ce qui est très fort. Et je recommanderais Terra à mes connaissances, à ma famille, 81%. Donc ça nous encourage beaucoup et ça nous aide à continuer à développer dans le sens où nous voulons, au niveau de valeur et au niveau de Terra. Donc le challenge à venir dans les ressources humaines, c'est la gestion de talent. Aujourd'hui, il est très difficile de recruter des personnes de qualité qualifiées à Maurice parce que le marché du travail n'est pas aussi ouvert que ça. Avec, je sais pas si c'est la crise ou si les jeunes ne rentrent plus à Maurice et restent dans les pays à l'étranger. Mais c'est quand même une problématique. Et nous, notre rôle dans les ressources humaines en interne, bien sûr, c'est de garder nos talents, c'est de garder nos employés performants, de reconnaître leurs efforts, de reconnaître la valeur ajoutée qu'ils apportent dans l'entreprise. Aussi, dans la même gestion des talents, c'est aussi la gestion de la relève. Donc, s'assurer qu'il y a du renouveau dans notre entreprise, s'assurer qu'il y a de nouvelles idées, du nouveau sang, une meilleure gestion de la performance, à travers un système de performance en place qui sera mis en place dans le groupe l'année prochaine. Et ensuite, la communication externe, être présent sur les réseaux sociaux est très important pour nous, pour pouvoir attirer les jeunes compétences. Et je vous mettais une petite photo de notre intranet que nous avons lancé avec le rebranding, qui s'appelle Interaction. Et avec toutes les compagnies du groupe, là vous voyez le Terra Fun Rally qui aura lieu demain. Il y a des jeux, les employés peuvent venir voter, il y a toutes les news, tout ce qui sort dans la presse, il y a une revue de presse qui est postée tous les jours sur le site. Donc voilà un peu ça vit, ça bouge. On est là pour faire vivre aussi nos employés. Et voilà, on est bien fiers de Terra. Je passe la parole maintenant à... Au niveau des actifs, une progression de 50% sur les 5 dernières années, 9,7 milliards par rapport à 14,5 milliards. Au niveau des capitaux propres, là aussi il a doublé, 6 milliards à 12 milliards. Ce qui est événement important, donc en 2010, il y a eu la fusion avec le Monde. Et au cours de la même année, à la fin de l'année, ça a été la fusion aussi avec Saint-André. Donc, base actionnariale élargie. Nous avons, c'était, à l'époque, on avait parlé un petit peu du mariage de la maison, du membre avec Alfred Terra, dans le sens que le membre possédait des investissements dans les mêmes secteurs d'activité que nous. Au niveau agriculture, elle était aussi actionnaire de Terra Milling, elle était aussi actionnaire de TerraGen et de par ce fait, il made sense pour Terra de consolider sa présence dans ces secteurs qu'elle y croyait, qu'elle avait investi dès l'an 2000. Mais donc, très favorable à l'actionnariat, comme je disais, élargi, et donc une solidité pour l'actionnaire existant et futur. Actif net par action, 36 roupies, 153 roupies en 2011. Au niveau du Sandex, son évolution depuis l'introduction en bourse, nous voyons qu'à partir de ici 2009-2010, ça décolle et l'action de Terra outperforme le Sandex. Capitalisation boursière, 3,3 milliards, à 8,7, quasi une progression de 3 fois. Voilà, ça s'occuper. Donc voilà, ça vous l'avez déjà vu, je parle des faits. Donc des revenus en progression, profit avant frais financiers
en progression aussi, frais financiers en nette diminution, et les résultats de nos associés en nette progression, essentiellement dû à l'année dernière la reclassification de Supplivoire from Other Investments en tant qu'un associé, étant donné que la condition économique était retournée un petit peu à la normale et que l'activité avait retrouvé sa profitabilité. Nous avons cru que le moment était propice de reclassifier cet investissement comme associé. Donc, pour laisser un bénéfice, 761 millions, relativement à 400 millions l'année précédente, des résultats dans lesquels il n'y a pas d'éléments exceptionnels, il est important de le mentionner, pour lequel on peut dire que tous les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes présents ont très bien fonctionné. Voilà. Donc, au niveau sectoriel, nous voyons donc le sucre. Ce qui est important de comprendre au niveau de ce camembert, c'est que ici on parle de l'activité et ça comprend aussi le résultat de la part des associés. C'est-à-dire au niveau du sucre, c'est le sucre localement, aussi bien que, qui pèse pour 34, on voit un petit peu difficilement ici à l'écran, mais 34%, et représentant 261 millions. Dont 120 millions provenaient de la performance de Supplivoire en 2011, pour l'année 2011. Ensuite, nous voyons l'énergie. Donc, il y a l'énergie, qui pèse pour quelques 33%, 253 millions, et aussi, une bonne répartition entre sucre et énergie. Le commerce et la distribution, là aussi, donc ça c'est tout le cluster Graze, y compris la distillerie, 15% pour 113 millions. Et au niveau des autres investissements, ici on retrouve nos participations dans la SWAM, dont nous sommes le plus gros actionnaire, au sein de Alcohol and Molasses, au sein de New Goodwill, Sugarworld qui est maintenant une subsidiaire, mais auparavant était une compagnie associée. Donc tous ces investissements, malheureusement, Rembrandt dans la construction a été au fait la seule compagnie dans laquelle nous avons un investissement important, 35%, qui, elle, fait face à la crise dans le domaine de la construction immobilière actuellement. Donc il y a eu un repli au niveau de la profitabilité de Rembrandt cette année. Donc, pour l'actionnaire, là aussi, un constat 60 sous par action en 2007. L'année dernière, 80 sous par action, une augmentation de 33%. Cette augmentation, si annualisée sur 5 ans, quasiment 7%, donc je dirais quand même mieux que l'inflation. Et avec une couverture, donc c'est 182 millions en absolu aux actionnaires, qui est relativement bien couvert par rapport à la profitabilité du groupe. Je vous remercie pour votre attention. Et les nouveaux projets, il y a un peu au milieu pour que ça marche mieux. Donc j'ai rejoint le groupe Terra il y a 3 ans et mon rôle c'est de s'occuper des nouveaux projets, du développement d'un groupe. Il faut savoir qu'aujourd'hui on n'a plus de dette, on a tout repayé la dette depuis février 2012 et qu'on a les grands plans pour le futur dans les années à venir. Alors notre vision de l'avenir, du développement de Terra, est cassée en deux pôles. Un, c'est le développement des activités actuelles, sucre, alcool, énergie. Et le second, c'est le développement des nouvelles activités, des nouvelles lignes de produits ou de services ou de secteurs.
Donc, ce qu'on a fait un peu dans les 3 dernières années, en grande ligne, les projets principaux, il y a eu le merger de Mount State que Henri vient d'expliquer, et Saint-André, qui étaient des compagnies de canne voisines. Donc, ça a permis de consolider notre rapport en canne et pour la préparation des sucres spéciaux. On a aussi acheté 5% de Orange Madagascar. C'est une idée de diversification des nouveaux secteurs, c'est en partie des nouveaux secteurs. C'est un moyen pour nous de mettre le pied dans la téléphonie, de pouvoir comprendre comment ça se passe en Afrique ou en Maurice, dans sa Madagascar, et de se mettre en contact avec France Télécom, en l'occurrence, sur cet investissement, pour pouvoir les suivre et voir qu'est-ce qu'ils font en Afrique, voir s'il y a d'autres opportunités qu'on peut exploiter. Il y a eu aussi l'acquisition de parts additionnelles dans la Swan. Swan est une associée à nous. Swan, c'est une grosse compagnie d'assurance à Maurice, avec un globe, l'assurance vie et Swan, l'assurance générale. Donc, on a dû investir à peu près 400 millions dans les dernières années en Swan. C'est une consolidation de part dans ce secteur. Il y a eu un merger avec le Safe Insurance, qui était un compétiteur à la Swan. Et aujourd'hui, après le merger, et grâce à l'acquisition, on détient 33% de Swan. Et nous sommes le plus gros actionnaire de Swan Rouge. Doctera, Alain vous a parlé de Doctera, Evaco. Donc ça complète la boucle de l'industrie carnière. Tout est recyclé, tout est servi. Je ne crois pas qu'il reste autre chose qui soit gaspillé ou recyclé. Et puis la fermeture de l'usine de Montlasier. Cette année-ci, ça nous a amené 250, 300 000 tonnes, peut-être 250 000 tonnes, avec un potentiel de 300 000 tonnes. Donc ça solidifie le secteur sucrier. Donc le volet développement d'activités existantes, on a de gros projets en chantier, il y a d'autres en réflexion. Le premier, c'est le projet de Graze en Inde. Alain va toucher quelques mots dessus. L'idée, c'est de trouver un partenaire compétent et qualifié pour pouvoir embouteiller et distribuer le marque de Graze en Inde. Il y a 2 ou 3 marques qui ont été identifiées, le rhum, le whisky, le vodka. Donc là, on a fait des visites en Inde, on a visité leur installation, on a rencontré les opères. Et on a drafté un chose d'argument. Mais là, ce qui nous retarde un petit peu, c'est aussi l'enregistrement des marques en Inde. C'est important pour nous que les marques nous appartiennent et que personne ne peut sceller ces marques-là à notre place. Donc on a fait une dépôt de marques et on a un peu les procédures indiennes. Malheureusement, on a un peu plus de temps qu'on aurait voulu. Second grand projet en chantier, c'est la recherche d'une 3e usine en Afrique, l'usine à sucre. Comme vous savez, on a déjà 2 usines en Côte d'Ivoire qui ont produit à eux 90 000 tonnes de sucre en 2011. C'était une très bonne année. Donc nous recherchons une 3e usine. Et l'idée, c'est d'avoir une usine un peu plus proche de nos côtes, un peu plus proche de l'île Maurice. Donc nous regardons l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Et on est en tout début de cette phase de recherche. C'est un projet qui prend 2 ou 3 ans. Et là, on est en visite, on est en top de tests, on fait des tests de sol, tests de climat. On a employé des consultants pour nous aider dessus. Et bon, on a plusieurs opportunités. Il y a 3 ou 4 projets qui sont là. Et le choix final des projets dépendra de plusieurs facteurs, donc les infrastructures, l'apport en eau, la purification, la stabilité politique, les prix du sucre de marché local, si c'est pour la consommation locale du pays. Donc il y a plusieurs facteurs qui nous aident à choisir quel projet choisir dans quel pays. Mais la préférence aurait été de reprendre une usine seconde main, qu'on appelle Brownfield Project. Donc c'est plus simple en moins de temps, et c'est pas nécessairement plus coûteuse, mais le souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'usines Brownfield en Afrique. Il y a quelques-unes au Zimbabwe, mais le climat politique n'est pas nécessairement propice aussi. Donc
La préférence étant le brownfield, mais j'ai bien peur qu'on probablement irait vers un greenfield au faute d'opportunités dans ce secteur. Et donc c'est un très long projet, 2-3 ans avant de voir le succès sortir. Nouveau secteur, sous le leadership de Steve, on veut développer un nouveau concept à Beauplan, qui est le Work Event Pay concept. Donc c'est le résidentiel, bureau et fun, donc restaurant, nightlife, cours de danse, creative park, donc un Work Event Pay concept qui est nouveau à Maurice. L'idéal, c'est que les gens n'ont pas besoin de prendre une voiture pour aller travailler, ils peuvent aller à pied ou en bicyclette ou en scooter. Et ça se passait autour de vos plans là, 250-300 hectares, depuis plusieurs années. Le master plan est presque complété. Mais malheureusement, le marché immobilier à Maurice et à l'étranger est un peu stagnant, donc on attend que ça redémarre pour lancer le projet. Vous allez entendre parler dès qu'on est prêt à démarrer. Technologie en Afrique, je parlais d'Orange Inscar, c'est un premier pas. Donc avec Orange Inscar, d'autres opportunités, on est à l'écoute, on essaye de rester près du marché, de voir ce qui se passe. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire encore dedans et on est activement en recherche. Le tourisme à Maurice, Terra n'est pas dans le tourisme, on a une petite part de minoritaire en maritime, mais on ne considère pas ça comme étant le tourisme, puisque c'est une part de 2 ou 3% qu'on a. Donc officiellement, on n'est pas vraiment dans le tourisme, mais le tourisme de nos secteurs, c'est pas au début, en tout cas 2007-2008, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc on reste attentif, on écoute, on regarde, pour savoir s'il y a une bonne opportunité à avoir à Maurice, et si on a une part à jouer. Donc c'est à peu près tout. Je crois que j'ai fini mon bout. On va parler à Cyril pour conclure. Merci.